Bonjour Anne, Salut Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'experte Stratexio pour que tu puisses nous parler de la thématique l'exportation collaborative. Donc pour commencer, parle-nous de toi et de ton cabinet EOC International. Écoute, merci de l'opportunité. Je suis donc Anne Martin-Raison, je dirige le cabinet EOC International que j'ai créé en 2001, donc il y a plus de 20 ans. On est basé à Marseille et on accompagne les entreprises dans leur développement à l'international sur un certain nombre de pays, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique latine. On est dans l'accompagnement de développement commercial sur ces marchés-là. Voilà. Et cette problématique, enfin, je dirais ce thème-là d'exportation collaborative, ça fait plus de 15 ans que je dirais que je la porte, qu'on a des expériences là-dessus et que j'y crois, que je fais du lobbying, parce que je crois beaucoup à cette façon d'organiser son export. Ok, super. Alors en guise d'introduction, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu Mhm. entends par export collaboratif? Parce que dans ton bouquin que tu as écrit avec Jean-Christophe Gessler, tu dis ne pas beaucoup aimer le chasser en meute. Pourtant, l'exportation collaborative y est souvent assimilée. Alors, c'est vrai que c'est plus, je dirais, le terme chasseur en meute. Alors, l'avantage, c'est que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et c'est vrai que, en fait, on était assez d'accord avec Jean-Christophe là-dessus, de se dire que le terme chasseur en meute, c'est assez sanglant. Et alors qu'on est en train d'essayer de réfléchir à comment mettre des entreprises ensemble qui vont pouvoir développer des partenariats avec des partenaires à l'étranger et de construire une relation commerciale avec eux et non pas voilà, d'arriver en format guerrier. Donc c'est pour ça que le terme de nous plaît guère. Mais qu'est-ce qu'on appelle exportation collaborative, en tout cas dans la forme la plus aboutie euh, que dont je parle dans le bouquin, c'est vraiment le fait de mettre des entreprises exportatrices ensemble, d'un même secteur, d'une même filière, qui décident de se regrouper pour attaquer un marché euh, export ensemble et non pas tout seul. Mais ça veut dire plus que simplement faire un salon enfin, à plusieurs, etc. C'est vraiment réfléchir une stratégie à plusieurs pour se développer commercialement sur un marché et d'y amener une offre élargie avec, je dirais, une offre combinée des uns et des autres. Voilà. Pour moi, c'est ça l'exportation collaborative. Ok, et c'est bien, ça amène à ma deuxième question. Pourquoi tu penses que cette approche collaborative, elle va pouvoir permettre aux entreprises de pérenniser leur démarche export? Alors là, ça repose un petit peu la question du pourquoi créer un groupement, en fait. Euh, pour moi, si vous voulez créer un groupement export, ça répond à différents besoins, différentes problématiques que les exportateurs peuvent avoir. C'est-à-dire, souvent, les exportateurs vont se retrouver seuls, un peu isolés, euh, et dans leur approche et leur développement sur certains marchés. Donc là, ça permet un partage d'expérience quand ils sont plusieurs et d'expertise, c'est-à-dire qu'on est forcément, quand on travaille à plusieurs, on est quand même là pour écouter les uns les autres, s'enrichir des expériences des uns et des autres et d'éviter de faire les mêmes erreurs et de gagner du temps. Ça permet aussi d'avoir ce que je viens de dire, une offre plus visible, plus attractive et une offre élargie, c'est-à-dire que forcément, quand vous arrivez sur un marché juste avec votre offre, peut-être que avoir une offre complémentaire à la vôtre va permettre aux acheteurs d'être plus réceptifs. Évidemment, ça permet d'optimiser les coûts, parce que quand on est à plusieurs, ça permet d'envisager une prospection locale, des salons, des déplacements, des événements, des actions de promotion, etc., à partager à plusieurs. La mise en commun de ressources, évidemment, parce que ça permet d'avoir des personnes à destination dans les pays ciblés qui vont pouvoir vous représenter
et faire du commercial pour vous et proposer, faire du lobbying et être présent tout au long de l'année. Ça permet aussi d'avoir un animateur en France qui va pouvoir animer le groupe et faire en sorte que le groupe avance je dirais, au même rythme. Et ça permet aussi de renforcer sa présence locale, ce qu'on venait de dire, et on vient de le voir en plus là avec les 2 dernières années avec le Covid. Ceux qui avaient une présence commerciale dans les pays, forcément, s'en sont mieux sortis que d'autres qui pouvaient du coup pas prendre l'avion et pas aller visiter ses clients. Donc là, le fait de pouvoir à plusieurs avoir une présence à destination qui représente les intérêts commerciaux des uns et des autres, c'est un plus. Et ça permet de pérenniser l'action commerciale, parce que je dis toujours qu'effectivement, quand on monte un groupe, quand on se met autour d'un projet collaboratif, c'est à minima pour 3-5 ans. On fait passer ça pour 6 mois. Et ça permet aussi de structurer, c'est assez structurant comme réflexion, pour pouvoir s'imaginer à plusieurs, voilà, dans 3-5 ans, où c'est qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et voilà, ça permet de pérenniser cette action-là. Voilà. Ok, super. Et concrètement, du coup, comment on fait pour Pour créer créer un groupement export, généralement, ça c'est ce qu'on décrit aussi dans l'ouvrage, on a 4 étapes principales. D'accord ? La première, c'est tout ce qui est ingénierie du projet, c'est-à-dire on veut faire quoi, quel type d'entreprise on veut avoir autour du projet, la complémentarité des uns et des autres. Donc, je dirais, c'est la constitution du groupement, la première étape, qui est souvent la plus compliquée, la plus longue. Non pas parce qu'il faut arriver absolument à trouver des gens qui s'entendent, etc. Bien sûr, ça c'est assez fondamental, mais aussi il y a des questions de timing d'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, pour une entreprise, je sais pas, le marché chinois, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine, parce que là, ils ont fait d'autres investissements. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qui fait que d'arriver à mettre des entreprises complémentaires qui ont envie de travailler ensemble autour d'un projet au même moment, avec la même vision, ça peut aller vite. Parce que j'ai eu des fois des groupes qui sont créés rapidement en l'espace d'un mois ou deux, comme ça peut mettre 1 an et demi, selon les secteurs et selon les projets. Donc, tout ce qui est ingénierie du projet, écrire le projet qu'on veut avoir, impliquer les uns les autres, faire une charte de fonctionnement, etc. C'est effectivement la première étape qui peut être assez longue et demander beaucoup d'efforts. La deuxième étape, c'est la préparation. Hein, c'est effectivement les études que font les uns les autres sur les marchés pour valider l'offre. Voilà, c'est donner un nom au groupe, parce que moi je crois beaucoup aussi à l'identité du groupe, de donner un nom, un logo, et de pouvoir, voilà, que tout le monde s'approprie cette identité-là du groupe, avoir un storytelling, évidemment, aussi sur l'offre qu'on apporte à l'export. Donc ça, c'est toute la partie préparation. La partie prospection, après, c'est effectivement, on est là, le nerf de la guerre, c'est d'aller prospecter pour pouvoir générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Hein. Donc, mise en place de la prospection, définir les cibles, etc. Et qu'est-ce qu'on met en place sur le marché à destination? Est-ce qu'on envoie quelqu'un là-bas? Est-ce qu'on recrute quelqu'un? Est-ce qu'on prend un cabinet de conseil qui va, je dirais, passer un certain nombre d'heures et de jours sur le dossier? Est-ce qu'on met un VIE? Enfin voilà, c'est toute cette organisation de la prospection qu'on la gère. Et puis après, cerise sur le gâteau, c'est l'animation. C'est-à-dire que l'animation, c'est une fois qu'on a commencé à vendre et puis que tout, je dirais, se met en place et que les ventes commencent à devenir pérennes, voilà, comment on anime le marché, comment on fait des promotions, comment on parle avec la presse, comment on implique les prescripteurs, etc. Comment on fait du lobbying, de la remontée d'informations, de la veille. Voilà, c'est tout ça. Donc ça, sur les 4 étapes de création du groupement, de manière très schématique. Maintenant, si on parle des facteurs clés de succès, j'ai beaucoup parlé de complémentarité. C'est vrai que c'est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait des entreprises qui soient concurrentes. Alors après, dans complémentarité, les premiers groupements que j'ai créés il y a plus de 15 ans, c'était dans une même région qui était la Provence. Et on me disait, mais
quelle est la complémentarité de vignerons qui font tous du vin? Oui, mais enfin, ils font je dirais des appellations différentes, des packagings différents, des histoires différentes. Donc, la complémentarité, elle peut être dans un même type de produit. Et après, ça peut être dans des choses beaucoup plus, je dirais, complexes en termes de projets industriels, par exemple. Donc, on est sur de la complémentarité. Il faut se donner du temps. C'est-à-dire que l'export, ça prend du temps et ce n'est pas parce qu'on part en groupe que ça va plus vite, au contraire. Mais en tout cas, c'est pour aller un peu plus loin, hein, avec généralement un peu plus de vision long terme quand on est à plusieurs. Il faut savoir multiplier les interactions entre les uns et les autres. J'avais parlé aussi pour pouvoir profiter, je dirais, de l'expérience des uns et des autres. Identifier et sélectionner des partenaires fiables, favoriser l'instauration de la confiance. Évidemment, la confiance est un facteur fondamental parce que, de manière générale, quand on travaille ensemble sur une stratégie d'entrée sur le marché, on va partager des informations assez stratégiques. Il faut pouvoir avoir confiance dans les uns et les autres. Il faut effectivement jouer le jeu en étant flexible et fair play. Et flexible, ça veut dire qu'effectivement, comme tout dans la vie, dans l'export en général aussi, il y a des choses que vous n'avez pas anticipées, il y a des événements, des opportunités qu'il faut savoir saisir, même si on n'avait pas prévu de le faire, etc. Accepter la stabilité et accepter que le ROI soit difficilement évaluable au départ. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, je me lance dans un projet collaboratif, comme quand je me lance sur une destination, moi tout seul, je ne peux pas avoir la certitude que je vais avoir tant de chiffre d'affaires au bout de tant de temps, etc. Mais c'est exactement pareil sur du collaboratif. Il faut aussi, par rapport à un groupement plus particulièrement, identifier souvent un leader, un fédérateur parmi les entreprises qui participent au groupement. Vous voyez quelqu'un qui est un peu regardé comme soit celui qui a le plus d'expérience, celui qui a la meilleure notoriété, etc. Il faut aussi pouvoir recourir à un animateur, une animatrice, parce que l'autogestion est à ses limites généralement. Et j'ai beaucoup vu de groupes s'arrêter parce que s'il n'y a pas d'animateur, c'est compliqué qu'une des sociétés prenne le temps et le lead pour pouvoir animer tout ça. Il faut savoir effectivement garantir son indépendance et sa neutralité par rapport au groupe quand l'animateur est en action et faire attention, comme je disais, au moment où l'animateur peut se retirer. Plafonner le nombre de membres de 8 à 10, moi je dirais de 5. Alors, bon, après, vraiment, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que j'ai eu des groupes à 4, j'ai eu des groupes à 12. 12, c'est un peu lourd à gérer. Mais on va dire entre 5 et 8, c'est un bon nombre. Après, ça dépend des projets, évidemment. Instaurer des règles de gouvernance, ça c'est évident, et créer des rituels de réunion, de façon de fonctionner. Il nous reste peu de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Les cas pratiques. Je prends 2 cas pratiques que nous avons récemment développés avec l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires françaises. On a un premier groupement qui s'est monté qui s'appelle Follement France, où on a 5 entreprises entre la charcuterie avec Aoste, Carambar & Co, Favrichon, Goulibeur et Malamia, qui sont donc des produits, je dirais, snacking, un peu, c'est le storytelling qu'on a fait autour de ça. On a fait des études pour les uns et les autres et on est en train petit à petit de développer. Alors évidemment, la situation avec la Chine ces derniers mois n'a pas été facile, donc on ne va pas au rythme où on espérait aller. Mais là, on voit aussi que l'exportation collaborative, ce n'est pas réservé aux tout petits qui n'ont pas d'expérience, primo-exportateurs, etc. Parce que je vous ai cité des noms là qui sont des multinationales ou des très grosses ETI. Et pour autant, qui ont besoin d'être à plusieurs pour aborder des marchés qui sont complexes comme la Chine. Et après, on a effectivement l'autre groupe qui est Drizzle and Spread. Là, c'est 4 marques. Olivier & Co, l'Épicurien, Terre Exotique et Martin Pourret. Des marques qui sont en plus qui ont souvent une histoire et avec un savoir-faire qui reste en France, qui est intéressante.
Donc là, ça fait 1 an à peu près qu'on les accompagne. C'est un mouvement qui se passe très bien là, sur les États-Unis parce que le marché est assez dynamique. Et on les a accompagnés sur le salon Force et Food Show au mois de juin. Et voilà, ils étaient ravis. Ils étaient ravis parce que grâce au fait qu'ils étaient 4, ils ont pu avoir un stand de 18 mètres carrés alors qu'ils n'auraient jamais fait ce salon-là s'ils avaient été tout seuls, parce que forcément, un grand stand avec plusieurs produits comme ça attire l'attention, donc on avait vachement de monde, des contacts qualifiés, etc. Donc, et puis une bonne entente, et je dirais une mayonnaise qui prend bien entre les uns et les autres, qui fait que, bah, effectivement, on se serre les coudes, on se dit, tiens, bah, il y a chez mon importateur tel client, là, je peux te faire rentrer parce qu'effectivement, il n'a pas d'huile ou il n'a pas de moutarde, etc. Enfin, il y a une complémentarité et une synergie entre les membres qui est assez remarquable et qui est très prometteuse. Voilà. Donc, de Quoi, bons retours. de bons retours hein, sur ce salon et on va attaquer l'année 2, tout à fait. Bah, super. Effectivement, l'exportation collaborative se regrouper pour exporter le bouquin qu'on a sorti en février avec Jean-Christophe Gessler, si vous voulez en savoir plus. Et voilà. Moi, j'avais une dernière Ouais. petite question, Anne. Tu nous as parlé ces 2 cas pratiques avec l'agroalimentaire, mais Ouais. quels sont un peu les secteurs qui se prêtent le mieux à ce type de démarche? Alors, c'est vrai que j'ai focalisé là sur 2 expériences qui sont les plus récentes et qu'on accompagne actuellement, qui sont ces 2 groupements-là en agroalimentaire. Mais je dirais tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés parce que ce soit des biens de conso, que ce soit des services, que ce soit des biens industriels. Alors, effectivement, quand vous êtes dans des, dans, dans l'industrie, vous êtes plus en mode projet. Et quand vous êtes en mode projet, ben, vous êtes forcément, vous avez différentes briques pour arriver à monter un projet. Et voilà, on travaille beaucoup avec l'ADEPTA, transformé en Medéfi Paul Agri Agro. Quand il faut monter une usine de traitement de lait ou de fruits et légumes, bon, ben, c'est évident que le fait d'avoir différents fabricants de machines qui rentrent dans la constitution d'une chaîne d'embouteillage, de fabrication ou autre, ben, voilà, vous arrivez avec un projet clé en main que vous offrez à un client à destination qui, du coup, n'est pas obligé d'aller faire son marché pour trouver la machine amont, la machine aval, etc. Donc, c'est du service, en fait, en plus, qu'on apporte au client à destination. Le fait de lui dire, ben voilà, grâce à notre groupe là, de 4, 5, 8 entreprises, on vous apporte je dirais un projet clé en main que vous n'avez plus qu'à implémenter et on va vous y aider. Voilà. Donc, je dirais que ce soit on a eu des expériences dans tout ce qui est pétrole et ces secteurs-là, avec le Polmer, par exemple, sur le marché brésilien, que ce soit la vie durable, que ce soit voilà, de la cosmétique, du médical. Je pense que je ne vois pas en fait de secteur hein, qui ne soit, qui puisse être, qui puisse ne pas être concerné par cette façon-là d'agir à partir du moment où il y a des entreprises qui ont un potentiel à l'export. C'est normal d'imaginer qu'elles puissent être plus fortes en allant à plusieurs pour offrir quelque chose de plus élargi. Super. Voilà. Merci beaucoup, Anne, Merci à toi. pour ton éclairage et toutes ces précisions qui offrent en soi des pistes de réflexion à nos entreprises et qui donnent envie de penser au collaboratif. Donc, j'invite Merci. vraiment les dirigeants qui veulent en savoir plus sur ce sujet à te contacter directement pour voir ce qui est envisageable de faire. Volontiers, à disposition et au Et plaisir d'échanger sur le sujet. très À bien. bientôt. Il ne me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois et puis on clôture cette vidéo. À bientôt. Merci, à bientôt, Dorian. Merci.